Une, deux. Moi, je suis un taureau ascendant taureau. Mon élément, c'est pas ça. C'est exactement toute mon enfance. Bonjour, je m'appelle Mahalia et je suis en compagnie de mon père Gilderoy en Espagne. Plus précisément dans la région de l'Andalousie, dans la ville de Zahara de la Sierra, qui fait partie de ce qu'on appelle en Espagne la route des villages blancs. On vous invite à les découvrir avec nous. Les villages que croise la route, situés au bord de falaises abruptes ou au contraire au fond d'une vallée, leur ont donné une position stratégique importante au cours de l'histoire. Mais c'est surtout la blancheur des maisons peintes à la chaux qui est pour beaucoup dans la renommée de la région. La route des villages blancs, ou Pueblos Blancos, parcourt la province de Cadix, l'une des 8 provinces d'Andalousie situées au sud de l'Espagne. Ici, les gens vivent principalement de l'agriculture et du tourisme. C'est là que nous allons rencontrer Gonzalo et Anya dans leur petite auberge familiale Huerta Cinco Lunas. Hola! Hola. Salut! Vous avez construit ça vous-même? La maison était... Bon, quand on l'a achetée, elle n'était pas habitable. Alors nous l'avons restaurée. Il n'y a pas une seule pierre que Gonzalo n'a pas bougée. Es verdad. Mais entonces le gusta mover piedra. Vamos por la casa? A ver. Venez. Voici la petite cuisine des invités. C'est ici, normalement, que vous cuisinez. OK. Il y a beaucoup de sortes de marmelades et de confitures qui ne viennent pas du supermarché. Dans notre petit commerce, nous avons de la confiture à l'orange, à l'abricot, aux figues, aux coings et bien sûr, notre huile. Puede ser que lo comamos. C'est quoi que tu as utilisé pour faire le plafond? Ce sont les roseaux que vous pouvez voir sur le bord de la rivière, tout près d'ici. Et ça représente beaucoup de travail. Il faut couper le roseau, le peler, le monter sur le toit, puis le ficeler. Mucho trabajo, Oui, pero sale lindo. oui, c'est vrai. Ici, nous avons une chambre avec 2 lits individuels. Ici en face, nous en avons une avec un lit double. El reciclaje es muy importante para ti. Porque eso, ça, c'est des choses pour passer des isolateurs pour les fils électriques dans les poteaux. C'est fantastique, ça. En fait, nous avons acheté peu de choses. Mejor así? C'est moins cher. Eso es un río aquí. La rivière Boca Leones. Oh, la bouche de lion. En fait, c'est le trésor de notre maison. C'est une chance, ici en Andalousie ou en Espagne, un pays plutôt sec, d'avoir de l'eau qui coule en permanence à notre porte. L'eau est bonne à boire si tu veux. Tranquillement. Tu veux goûter? Tu ne seras pas malade. Y entonces en el verano, uno se baña aquí, me imagino. C'est notre piscine. Sin cloro, nada. Non, nous ne mettons pas de chlore. Donc, Anya, vos cultures sont toutes biologiques ici et vous pratiquez la permaculture. Puis ça, c'est un bon exemple de ça. Plus ou moins. Parce que chaque légume a besoin de différentes substances nutritives venant de la terre. Et l'idée, c'est de planter différentes choses en même temps pour que chacune profite de l'autre. Également, que ce soit dans l'agriculture conventionnelle ou dans l'écologique, on retourne beaucoup la terre pour nettoyer. Nous avons des arbres fruitiers ici et là, des pommes, des oranges, un petit peu de tout. Dame un pedazo.
Oh, oh, oh. J'aurais pu gager de l'argent. Ça m'arrive à chaque fois. On se repose, mais pas longtemps. Attends, on va faire des tapas. Oui, préparer des tapas. Tu les prépares et je les mange. Tu eres un hombre valiente. Ça va bien aller. Fait qu'est-ce que on va préparer les tapas, mais qu'est-ce que tu vas me faire cuisiner? On va faire des tapas avec du homard, des aubergines frites et un pérol au poulet. Un plat typique. Est-ce qu'il y a beaucoup de friture? Un peu, mais nous faisons aussi beaucoup de grillades. Est-ce qu'il y a un temps pour faire ça? Il faut-tu le faire vraiment vite? Le temps de friture dépend de chaque plat. Les aubergines se font plus rapidement, mais le pérol au poulet, d'habitude, prend plus de temps. Fait que là, on a terminé en 5 minutes. Oh, oh, oh. On est obligé de prendre une bière. C'est essentiel. Fondamental. Salut, Gonzalo. Maralia, merci beaucoup. L'Espagne est réputée pour ses tapas au niveau mondial. Mais d'où ça vient, cette tradition-là, des tapas? Anciennement, il y a 2 ou 3 siècles, l'Espagne, la chaleur, l'Andalousie, vous comprenez, l'été, il fait très chaud. Et il y a beaucoup de mouches. OK, les mouches. Donc, les mouches volent. Je suis en train de boire ma bière et les mouches peuvent tomber dedans. OK. Alors, je prends une tranche de pain et je la mets sur le verre. Donc, je couvre le verre. C'est le couvercle. Ouais. Donc, je prends quelque chose, par exemple un calmar, ou ça pourrait être une aubergine, et je le mets dessus. C'est vraiment bon. J'espère que tu te souviens comment les faire, hein, parce que ça se peut que tu aies une commande à Rigaud. N'importe quand. L'idée des tapas, c'est de manger des petites choses rapidement. Tu ne peux pas entrer dans un bistrot, t'asseoir et attendre d'être servi. Tu vas au bar, tu prends ta bière, des tapas très petites, tu manges et tu t'en vas. OK. Les tapas, c'est l'art de manger debout. OK. Ce que j'ai compris des tapas, là, c'est que c'est vite préparé, vite servi, vite mangé. Fait juste pas trop vite digéré, parce qu'il va falloir revenir encore. Quoique, ça serait pas grave. Ma fille! L'Espagne a la réputation d'être un pays très religieux. De grandes guerres entre catholiques et musulmans ont eu lieu autour de Zahara de la Sierra. À tour de rôle, les peuples se sont littéralement arrachés la région. Et cette période, qu'on a d'ailleurs appelée la Reconquista, a duré de 718 à 1492. C'est 800 ans de présence arabe. Faut pas se surprendre qu'il y ait tant de mots arabes dans la langue espagnole. Nous, les Andalous, nous ne parlons pas, nous crions. Chillamos. C'est ça. Si tu étais andalou comme moi, je parlerais et tu parlerais en même temps. Ah, OK. Je ne veux pas t'écouter, je veux que toi, tu m'écoutes. Mais toi, comme tu es andalou, tu veux la même chose. Nous nous parlons en nous coupant la parole. Alors, dans un bar, nous crions. Nous ne parlons pas. Je suis tout près de toi. Hé, Gildor, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pire encore. Et voilà, c'est une conversation. Et ça, c'est arabe, ce n'est pas andalou. Je vais voir si tu sais à quoi servent ces trous. Non, pas exactement. La façon de construire, c'est ça. Tu fais 2 trous et tu mets 2 troncs. Tu mets une planche, tu montes et tu construis comme ça. Fait qu'en fait, c'était des échafaudages d'époque. On a toujours une explication plus violente que nécessaire, tu sais, pour les affaires dans le fond. Oui. Hey, faut être courageux pour faire ça. C'est
C'est haut. Allez, allez. Ah, gracias. Pourquoi tous les villages sont blancs? Genre, de où ça vient? Traditionnellement, ça vient de ce que j'appellerais la fierté andalouse, qui voulait que tout soit beau. Et comment faire pour que tout soit beau à bon marché? Les peindre à la chaux. Ce n'est pas de la peinture. La peinture, c'est cher. Mais il y a une autre raison. C'est qu'ici, il fait très très chaud. Mais nous savons que le blanc réfléchit la chaleur. Gonzalo, c'est bien impressionnant, la construction de ça, le site où ça a été construit, l'effort qu'on s'imagine, l'effort humain pour réaliser ça. Mais il reste que ce château-là n'a pas beaucoup servi. C'est un symbole de pouvoir. Le château est un symbole de pouvoir. Bien sûr. Tu ne construis pas pour y vivre, tu construis pour montrer ton pouvoir. La cathédrale de Séville, qui est la troisième plus grande de la chrétienté, est énorme. Tu ne construis pas cette cathédrale pour... Non, tu la construis pour dire aux gens, regarde, Dieu existe réellement. Tu y entres et tu dis, waouh. Sais-tu pourquoi on tripe tant que ça? Pourquoi? Parce que c'est comme la région où il y a le plus de pluie, entourée de montagnes, place agricole. C'est exactement le même type de région d'où vient maman. C'est vrai, hein? Le même genre de paysage. C'est comme ça qu'on récolte les olives. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Bien, joli! C'est mon champ. Tu vois ce que je te disais au sujet de mes moutons? Viens ici. Tu vois tous ces arbres? Elles sont toutes la même c'est hauteur vrai, parce elles sont que toutes la même hauteur. les moutons mangent les olives du bas. Fait que ces oliviers sont tous égaux. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas avoir de moutons dans leur champ d'olives parce qu'ils mangent le bas des olives. Mais ce que ça donne, c'est juste un terrain plus beau. Ça fait que ça, c'est des olives manzanilla. Celles-ci, ce sont des manzanillas. On ramasse ça Avec la main. una por Non, c'est une blague. OK. Gracias. OK. Ah ouais, OK. C'est comme ça qu'on récolte les olives. 1, 2. Oh, Aujourd'hui, on emploie une machine. ah, OK. On a aussi une machine. Nous l'appelons le vibrateur. Pas besoin de traduire ça. Hein? C'est une machine que tu places ici et il y a un crochet qui fait... Ça vibre et les olives tombent. Y después el árbol está muy contento. Mais... Et ton épaule aussi. Mais nous avons 60 arbres. No vale la peine. Sí. On ne va pas prendre une machine dans une grande plantation, oui. Comme ça. Après 5 jours, nos mains sont imprégnées de l'odeur des olives. C'est pourquoi nous n'aimons pas l'idée de tracteurs et de machines dans les champs d'oliviers. On perd la beauté de travailler la terre. Là, on est rendu à plier le filet. Et simplement, on soulève le filet. On le prend par le bas. Attention, attention. Non gaste ni una. Ah! Il ne faut pas en perdre une seule, c'est important. Une histoire explique pourquoi il faut prendre toutes les olives. Nous sommes en Andalousie et l'Andalousie, historiquement, était une terre de famine. Ici, les gens ont crevé de faim, surtout après la guerre civile.
Et cette région a souvent été une terre de grands seigneurs. Celui-ci possédait beaucoup d'arbres et tous les matins, il se rendait sur la place du village, à cheval ou en fiacre. Et tous ceux qui voulaient travailler ce jour-là, gagner de l'argent, se tenaient sur la place. Alors le monsieur arrivait dans son fiacre et disait « Toi, toi, toi et toi, vous travaillez pour moi. Les autres, peut-être demain. » C'était comme ça. Alors ces 4 personnes se mettaient au travail. À la fin de la journée, le monsieur, à cheval, examinait les arbres. S'il y avait une olive qui n'avait pas été cueillie, il ne voulait plus de ces 4 hommes. Le lendemain, il prenait 4 autres hommes. Alors je crois que cela reste encore imprégné dans la tête des gens, même si une olive, c'est une bagatelle. Aujourd'hui, c'est absurde parce qu'il y a toujours des olives qui se perdent. Pour une fois que ton chapeau sert à quelque chose d'utile. Oui, parce que, tu sais, protéger ma tête, c'est pas utile. Adolescente! Il ne faut surtout pas se fier aux apparences, car même si ça a l'air un peu artisanal, l'Espagne est le premier producteur et exportateur mondial d'huile d'olive et d'olive de table. À elle seule, l'Andalousie représente 19 % de la production mondiale. Nous y sommes. Juste à temps. Tout le monde a une terre avec des olives. Fait que tu ramasses tes olives, puis quand tu as tes olives, tu appelles au moulin, tu dis « J'ai un camion d'olives. » « OK, viens-t'en à 10 heures, on va te prendre. » Fait que là, tu vides tes olives là, ils les pèsent. Fait qu'ils savent que tu es arrivé avec 2 tonnes d'olives. Ça, c'est les olives à Mahalia. Là, ils les nettoient. Puis c'est pour ça que les réservoirs, ils ont différents chiffres dessus. Fait qu'on dit « Mahalia, ça va être 1C. » Puis là, ils mettent tes olives dedans. Puis quand ils sont prêts à presser, ils font ça, c'est les olives à Mahalia. On fait l'huile, puis ils te donnent ton huile après. Puis tu repars avec 800 gallons d'huile. Fait que tu sais combien le rendement de ta terre, combien ça te donne. T'sais. D'ailleurs, Gonzalo me disait tantôt, l'olive, c'est un fruit. Fait qu'on ne devrait pas appeler ça de l'huile d'olive, on devrait appeler ça du jus d'olive. Du moment où tu arrives avec tes olives jusqu'à partir avec ton gallon d'huile d'olive, il se passe combien de temps? Généralement, je les apporte le soir et le lendemain matin, c'est prêt. Les olives que nous avons vues, ça peut prendre 2, 3 ou 5 heures. OK. Ça, avec un Canada, tout le monde nous dit, quand tu achètes de l'huile d'olive, il faut qu'elle soit vraiment claire et transparente. Celle que j'aime, c'est celle qui vient d'être pressée, qui n'est pas transparente. Tu vois que c'est du jus et que ce n'est pas transparent du tout. Ça, c'est de l'huile authentique, extra vierge, qui est écologique également. Et si c'est écologique, c'est encore meilleur, parce que l'olive peut être pressée à froid par un procédé mécanique, mais qui n'est pas écologique. Et s'il n'est pas écologique, eh bien... Salut! Du jus d'olive. Wow! Ça, c'est 100% olive manzanilla. Celle-là, c'est de la picual. C'est plus fort. Sont différentes comme le vino sont différentes. Oh! Essa pica. Oui, le goût est plus fort. Wow! Por eso se llama picual. Différentes huiles, différentes couleurs. Alors, on peut faire plein de routes des vins dans le monde, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire la route de l'huile d'olive. C'est bon, puis on ressort moins chaud. La Sierra del Pinar, cette chaîne de montagnes-là, -là, c'est ce qu'il y a dans le fond là. L'autre bord, c'est l'Atlantique. Fait que quand, par exemple, Christophe Colomb revenait d'Amérique, puis le gars était dans le mât, il faisait « Tierra, tierra », c'était ça qu'il voyait. Et c'est à cause de cette chaîne de montagnes-là que, dans cette partie de l'Andalousie,
c'est l'endroit au pays où il pleut le plus parce que quand les nuages rentrent de l'Atlantique, ils se frappent contre la montagne, ils montent sur la montagne, puis aussitôt qu'ils changent de pression au-dessus, l'eau se libère là. Et c'est pour ça qu'il pleut beaucoup. C'est très changeant, la température. Gildor, Mahalia, je vous présente Paco. Paco, mucho gusto. Entonces, Paco, eso es tu dominio. Bien, une petite partie. C'est un privilège qu'on a d'être ici parce que c'est un parc fermé. Il faut demander une permission pour le visiter. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce parc-là? C'est le cœur du parc naturel de la Sierra de Grazalema. Okay. C'est le joyau de la couronne. Dans cette vallée, nous sommes entourés d'arbres propres à l'Andalousie. OK. L'essence principale, c'est l'Abies pinsapo, un fossile qui, en principe, ne devrait pas vivre parce que c'est un arbre de l'ère quaternaire. Quand toute l'Europe était couverte de glace, il vivait ici. Quand les glaces se sont déplacées vers le nord de l'Europe, vers les hautes montagnes, beaucoup d'arbres et d'animaux ont disparu. Mais pas lui. Il a survécu et s'est adapté pour vivre parmi nous. Mais c'est un arbre qui a trouvé une façon de survivre aussi particulière, c'est que c'est un arbre en même temps mâle et femelle. Arriba hembra? Oui, la femme, la femelle. Et en bas, c'est le mâle. Et c'est fait comme ça pour éviter qu'il se féconde lui-même. Au contraire, il doit aller vers les autres pour améliorer l'espèce. La pomme de pin, la semence, forme un triangle qui est déséquilibré, de sorte qu'elle ne tombe pas verticalement, mais... Ah, OK. Paco, ça, cet arbre-là, je connais pas ça, mais il me semble qu'il a l'air extrêmement vieux. Hein? Il peut avoir 300, 400 ans facilement. C'est un quejigo. C'est un chêne rouvre. Ces arbres-là ont un gros tronc et des petites branches parce qu'au fil des siècles, on coupait un tiers des branches, puis on faisait du charbon avec, puis on laissait repousser les branches. C'est pour ça que le tronc est si gros puis les branches si petites comparativement. Puis on peut vraiment voir où est le nord ici, parce que ce côté-là est vraiment couvert de mousse et l'autre côté est complètement sec. C'est vraiment cool. Et ça, c'est très intéressant aussi. Sais-tu ce que c'est? Ça, c'est le fruit de ça. Non, c'est pas un noix, ça? Nueces? Non? C'est quoi? Non, c'est une feuille. Une feuille? Oui. De ça? Oui, une feuille. Quand elle est en bourgeon, un insecte la pique et y introduit un œuf. Et la feuille de cet arbre se protège et enveloppe l'œuf. Et il grandit. Alors, à l'intérieur, vois-tu le petit trou? La guêpe est déjà sortie. C'est une petite guêpe. Alors, c'est là qu'elle grandit. C'est spongieux et chaud. C'est comme un nid. Quand elle est à maturité, elle fait un trou, puis elle s'envole. C'est un nid de guêpe fait avec une feuille de cet arbre-là. Wow! Paco a dit que c'est le fun, c'est beau, on apprend des choses quand on visite ce parc-là, mais il y a un côté thérapeutique à ça. Quand tu rencontres un arbre de 500 ans, il y a un échange à faire, et pour la première fois de ma vie, je vais embrasser un arbre avec mes amis ici. Mahalia, tu vas prendre le côté mousseux. Ah oui. Moi, je suis pas... c'est pas mon affaire, ça, mais toucher quelque chose de vivant, tu peux pas être perdant, là, tu sais. Puis, je sais pas, je pensais à ça, j'essayais de calculer. Peut-être que Christophe Colomb, il a pris une marche puis s'est à côté sur cet arbre-là avant de découvrir l'Amérique. Tu sais, ça se pourrait. J'aime mieux mettre les chances de mon côté. Clint Eastwood.
Grazalema est l'une des communes de la célèbre route des villages blancs d'Andalousie. Située à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle est surtout connue pour sa fabrication de textiles. Ici, on tisse depuis toujours de la laine de mérinos, une race de moutons originaire d'Espagne. On est ici dans l'entreprise textile de Grazalema en compagnie de Don Mario et Mario Fils, les deux patrons de l'endroit. Grazalema, au début du siècle, c'était une ville beaucoup plus importante. Au milieu du 19e siècle, Grazalema comptait presque 9000 habitants, dont 4000 qui travaillaient dans l'industrie textile artisanale. Esas mantas, por ejemplo, la vendían aquí en Grazalema, pero al nivel nacional. Oui, dans tout le pays. Et j'ai aussi entendu dire, mais ce n'est pas certain parce que les archives ont été détruites pendant la guerre civile, que Grazalema exportait aussi des couvertures en Amérique du Sud. Pourquoi les gens ils ont arrêté d'acheter des vêtements de laine? C'est que la révolution industrielle, qui a commencé en Angleterre, mais qui a eu lieu presque tout de suite après en Catalogne, a mis fin à l'industrie textile de Grazalema. On s'est mis à utiliser le coton et la laine est tombée un peu en désuétude. Et bien sûr, les entrepreneurs de Grazalema étant petits, ils n'avaient pas les moyens de rénover leurs équipements. De plus, Grazalema est situé en montagne. Le transport des matières premières et l'exportation des produits finis étaient très difficiles à cause du relief montagneux. L'industrie a donc commencé à disparaître peu à peu. Et en 50 ans, la population de Grazalema a baissé à 2500-3000 habitants. Vous travaillez la laine de mouton mérino ici. C'est quoi les particularités de cette laine-là? C'est sa finesse. Ici, en Espagne, il existe au moins 8 sortes de laine. Et la laine est classée en fonction de la finesse de la fibre. On trouve en Espagne une laine de mérinos de très très bonne qualité. Rouge? Rosado. Ah, claro, rosado. Est-ce qu'il y a un retour aux matériaux plus naturels? Parce que dans les années 70, même 80, les gens achetaient du matériel synthétique. Est-ce qu'ils reviennent aux matériaux plus naturels en Espagne? Il y a une certaine tendance chez les personnes qui sont plus en moyens. Il ne faut pas oublier que les prix des articles 100% laine ne coûtent pas cher, selon moi. Non, parce que duran más tiempo. Ils durent plus longtemps. Clint Eastwood. Wow. On est la famille Poncho. Nous sommes sur la ferme de Sonia et de sa famille. Ils ont des chèvres. Il y a 3 ans, je crois, ils ont parti une fromagerie. Ils fabriquent leur propre fromage fermier et d'autres produits à base de lait de chèvre. La race d'ici, c'est la payoya. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ce sont les chèvres plus colorées. Nous avons aussi quelques malagueñas qui sont brunes. Une autre race d'Andalousie. Mais celle de la province de Cadiz, c'est la payoya. Regarde la grosseur du pied. Ils sont gros, ça. C'est gros, hein? Et c'est ça con máquina ou à mano? À la machine. On va essayer d'en traire une à la main, ici. Aïe, elle va me faire tomber, celle-là. C'est pas pareil. Que son más chiquito que una vaca. Oui. Hein? No haremos gran queso con eso, ¿verdad? J'ai déjà du lait dans le réservoir, il n'y a pas de problème. On va faire du yogourt. Là, il faut chauffer le lait.
Moi, j'ai la job facile parce que je lave l'espèce de menthe, la hierba buena, qu'on va mettre à infuser dans le lait qui chauffe. Sonia, le lait la différence entre le lait de chèvre et le lait de vache, c'est quoi? Le lait de chèvre est plus riche? Le gras du lait de chèvre est plus facile à digérer que celui de la vache, parce que les globules gras sont plus petits. On les digère mieux. Le lait de vache contient de l'acide folique, la seule chose que n'a pas le lait de chèvre. Et tu fabriques yogourt de muchos sabores? Vanille, menthe et nature. Et natural. J'ai jamais vu ça, du yogourt à la menthe. C'est unique à toi ou si c'est populaire dans tout le pays? Non, d'après ce que je sais, le yogourt à la menthe n'est pas très connu. Mais les gens sont intéressés quand j'en parle. Et nous le fabriquons à partir de la menthe qui vient de notre potager, donc tout est naturel. 85, yeah. OK. Le bacille, la bactérie qui transforme le lait en yogourt. Sonia, Anya, c'est ta grande amie, mais elle n'a jamais goûté à ton yogourt à la menthe. Vraiment, il est bon. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, tu vois? Pareil comme Anya. C'est muy bueno. Delicioso. C'est bon alors? Sonia, tu dis que c'est une petite entreprise que tu as de production de yogourt puis de fromage. Est-ce que c'est viable? C'est difficile d'atteindre la rentabilité, surtout parce qu'il y a beaucoup de dépenses et, en tout cas ici en Espagne, on ne fait pas de différence entre industrie et artisanat. En Andalousie, je crois qu'une trentaine de fermes fabriquent du fromage. Le problème, c'est que la commercialisation est très importante et, à vrai dire, elle n'existe pas. Et pour commercialiser, il faut de l'argent pour pouvoir faire de la publicité. Et quand ça marche, l'argent est utilisé pour autre chose. Alors, quand vous viendrez en Espagne... Là, le bouche à oreille. Boca a boca. Tu sais, elaborado por granja. Cherchez ça, ces étiquettes. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. Olé! Paco Sanchez, je pensais que tu étais un homme équilibré, sain d'esprit. Là, on est au mois de novembre et on va aller se promener dans une rivière. C'est une des activités les plus populaires du parc. Les gens viennent de partout pour faire la descente que nous allons faire aujourd'hui. On y admire les paysages les plus impressionnants de toute la Sierra. Je veux dire aux gens, si vous remarquez que moi, j'ai pas le haut du costume comme le reste de l'équipe, c'est parce que je viens d'Abitibi et moi, le froid, ça ne me fait pas peur. Non, essaye pas, c'est juste ça te faisait pas. Là. Allons-y. Normalement, le canyoning est une activité de plein air qui mêle spéléologie, randonnée pédestre, sport en eau vive et escalade. Mais comme j'ai le vertige, hors de question de faire du rappel. On va donc prendre le chemin des débutants. Alors, depuis le départ de Garganta Verde, c'est à peu près 3 ou 4 heures. On arrive ici, et ça, c'est le début de la rivière Boca Leones. Et ça, c'est la même rivière qui passe chez Gonzalo, sur son terrain. C'est cette rivière-là, elle a son origine ici. D'ici à la fin, quelle distance? Bon, il y a 1 kilomètre approximativement. Un petit peu moins. Le plus dangereux, ce sont les gens. C'est magnifique, on voit ça dans les films souvent. Puis genre là, on est comme dedans pour de vrai, c'est ça qui est beau. C'est pas le genre d'excursion auquel la majorité des gens pensent quand ils planifient leurs vacances.
Mais t'as pas besoin d'être un expert alpiniste pour faire ça. J'ai jamais fait ça, moi, puis c'est aussi beau pour moi que pour ceux qui sont des experts. Et c'est extrêmement rafraîchissant pour les pieds. C'est beau, mais c'est dur. Quelle sorte de roche? C'est une roche calcaire. Très dure ici. Parce que plus elle est dure, plus le couloir est étroit. Naturel, c'est parfait. Pas beaucoup d'endroits où on peut faire ça encore dans le monde, c'est malheureux, hein, mais on a la chance d'être dans un. Yeah! C'est un vrai pont romain, ça? Oui, plus ou moins. Voilà un exemple d'une construction en pleine campagne pour traverser une petite rivière. Et c'est là depuis 2000 ou 3000 ans. Ça ne tombera jamais. Il y avait moins d'outils, moins de technique, mais plus de sagesse. Donner à César ce qui vient à César, hein, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Paco, on arrive à la fin de l'expédition. Ça a été fantastique. Una guía muy experta y muy cómica también. Merci. También, gracias. Wow! Regarde. Oh, c'est tellement cute! Oh, ils sont beaux. J'en veux un. Est-ce que tu peux m'en acheter un, papa? C'est tellement beau. Les odeurs, le son des animaux, la poussière, enfin, c'est exactement toute mon enfance. Gonzalo, tu nous as amenés ici pour nous présenter un de tes amis. Tiene una raza de vaca muy especial. ¿Y cuál es La race que nous avons, c'est la retinta. Esa raza de animal est typicamente espagnole. Claro. Bien sûr, c'est une race originaire de la région. C'est ce qui fait qu'elle s'adapte très bien au terrain et qu'elle profite très bien des ressources de la ferme. La seule chose que nous leur donnons à manger, c'est un peu de foin qui, de plus, est cultivé ici. Si je commande une assiette de viande retinto puis une assiette de viande ordinaire, est-ce que je peux voir une différence entre les deux? En principe, oui. Oui, tu peux le constater. La différence? En el gusto hay una diferencia? Dans le goût, oui. Cette race a un bon et un mauvais côté. Le mauvais côté, c'est que c'est une race plus rustique. Donc, elle est capable de se nourrir dans la sierra, mais elle n'a pas la morphologie d'une limousine ou d'une charolaise. Elle est moins ronde, plus osseuse. Exactement. Cependant, la viande est de meilleure qualité. Tantôt, là, quand on s'en venait dans le champ, là, tu me disais que ça te faisait te sentir bien être une ferme. Ouais. Qu'est-ce que... Pourquoi? Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a de différent ici? Tu sais, là, on est en Espagne en ce moment, puis genre, on dirait que c'est pas, là, c'est comme on dirait que c'est une autre vie. Je pense que la différence, là, c'est que... Tu sais, souvent, on entend parler de la connexion avec la terre, où il faut se reconnecter avec la terre, blablabla. Et les agriculteurs, c'est ceux qui parlent le moins de ça. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas le choix que d'être connectés avec la terre. Si tu fais pas le travail que tu es supposé faire, la vie s'arrête. Moi, c'est ça qui me fait triper. Puis ça sent la vie.
Ça sent bon. Oui. Ah, enfin! Non, T'as mais- toujours dit que ça sentait pas bon. Non, mais mais tu vois, quand t'es dedans, ça ça sent, ouais, sent c'est ça, ça sent bon. Aimerais-tu ça, vivre sur une ferme? Ouais, avec un cheval blanc, Avec un cheval blanc? Admettons qu'il y aurait un cheval blanc. un petit cochon, Admettons un cheval blanc, un petit cochon un cheval noir, aussi. 2 petits cochons. T'aimerais ça? Ouais. On est 2, chérie! L'importance de la famille est une valeur fondamentale pour les Espagnols. Et ça me rejoint beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, on est samedi et on passe la journée avec les enfants et les amis. Là, Anya, là, juste que tu me promettes une chose, c'est que si je revire à l'envers, là, je veux pas que tu ris de moi, OK? S'il vous plaît. Déjà que mon costume te fait rire. Je te promets que je vais rire. Écoute, moi, je suis un taureau ascendant taureau. Hein? Mon élément, c'est pas ça. Mais à part qu'au début, ça fait boum, 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 boum. À un moment donné, quand... c'est le fun en musique. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir une adolescente qui rame en avant, mais j'imagine qu'un jour, je pourrais m'en procurer une. Ah, t'es comique. Hey, penche-toi pas trop. Le lac sur lequel nous pagayons est en fait le réservoir artificiel de Zahara de la Sierra. Il a été creusé il y a une dizaine d'années afin de stocker l'eau pour le village. À mon avis, et je me considère un écologiste et un défenseur de l'environnement parce que je pense à ce que je mange, mais je pense que dans ce cas, la région y a gagné. C'est un plus. C'est très rare qu'on entend dire qu'une zone qui a été inondée par un barrage, finalement, a été meilleure pour l'écosystème. On va aller passer devant la maison. Ça a l'air comme abandonné. Aïe, aïe! Paco, on est où, là? C'était à qui, cette maison-là? C'était une ancienne auberge, une sorte de relais routier OK. et une ancienne école. Oh! Et là, nous voulons ouvrir une école bientôt, une école alternative. C'est le projet de Gonzalo. Justement. Anne, Paco m'a parlé tantôt du projet d'école alternative. Est-ce que c'est vraiment un besoin, ce genre d'école-là? Il y en a pas beaucoup en Espagne ou en Andalousie, par exemple? Dans d'autres pays d'Europe, c'est beaucoup plus implanté. Mais ici, il y en a 2 ou 3 dans le nord de l'Espagne et c'est tout. Alors nous pensons qu'il est urgent de développer ce projet. Et il y a d'autres projets semblables ailleurs, en Andalousie. Bien, Anya, bonne chance. J'espère que votre projet va fonctionner. Et on pourra enseigner aux jeunes à travailler avec les animaux, peut-être. Hein? Pourquoi on commence un commerce comme ça? Parce que c'est immensément de travail, avec toutes sortes de gens étranges qui passent dans notre maison. Je me suis inventé ce projet car j'étais un peu fatigué de vivre en ville et je ne savais pas quoi faire pour vivre à la campagne et occuper mon temps et gagner ma vie en même temps. J'ai donc pensé que cela pourrait être ma vie. Oui, simplement ouvrir un gîte, vivre à la campagne et offrir aux gens ce que j'ai. Je suis venu à Cinco Lunas avant Anya. Voilà mon histoire. Donc, la version d'Anya, toi, ta version, c'est Gonzalo tenía ese lugar. Tú veniste como turista y te enamoraste de Gonzalo. Non, avec l'endroit. Et après, ça a été avec Gonzalo. T'aimerais-tu ça, toi, vivre dans un site comme ça, de nature, comme ça, proche de la nature? Oui.
Jouer avec les chats? Il y a une pancarte qui dit patio, el patio de Matequi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en honneur de ma mère qui est décédée et que nous appelions Matequi. Ma-te-qui. Mama te quiero. Maman, je t'aime. Nous l'appelions comme ça, Matequi, au lieu de maman. Et j'ai fait ça quand elle est morte. Merci beaucoup. Ok, everybody ready? Oh. Es muy bueno. Delicioso. Et je dois dire que Malia adore le riz. Et ça fait une semaine qu'elle n'a pas mangé de riz. Et là, elle est bien, bien contente. Nous l'avons fait exprès. Toute la semaine. On n'a pas mangé de riz de toute la semaine pour que le dernier jour, elle parte contente. Grand-maman Margot est venue souvent en Espagne. Puis tu sais qu'elle veut revenir. Qu'est-ce que tu vas y dire, là, Margot, Je vais maintenant dire- que tu as connu l'Espagne? Si elle a besoin de compagnie, je vais être là, je peux aller avec, ça pas de problème. Je peux aller n'importe quand. Ça me ferait plaisir. Puis là, vous pourrez ensemble chanter « Que viva Espagne! Elle est toute contente. » J'espère que vous avez été aussi charmés que nous l'avons été par les gens de Sahara de la Sierra. Et à bientôt. Quizás en España. Que viva España! Qu'est-ce que c'est? C'est assez. Poursuivez l'aventure à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran.